Bonjour les amis, fans de l'Olympique lyonnais, bien dans cette vidéo débrief de la victoire de l'OL 4-2 face à Rennes, dans un match hyper important. Faut dire que le week-end nous avait été plutôt favorable en termes de résultats, puisque Lille n'avait pas pu se défaire du Havre, et que Marseille s'était fait fesser du côté de Nantes. Donc il y avait une très très bonne affaire ce week-end, notamment par rapport à Lille. Alors bon, ceux qui ont suivi mes différents lives, puisque je pense que certains doivent en avoir marre de me voir, puisque j'ai fait plus de 5 heures de live samedi et dimanche, savent que moi j'étais extrêmement stressé avant ce match, la boule au ventre, tout simplement parce que ce match il est essentiel. Faut se souvenir les amis qu'on revient de loin. Après le match d'Angers, on avait presque peur de ne pas du tout faire de Coupe d'Europe. Là, hier, on a quasiment assuré notre place en Europa League. On se rapproche de plus en plus d'aller en Champions League, puisque nous sommes 3e et nous avons notre sort entre les mains. Donc, comme on connaissait tous les résultats, on savait que ce match, il était essentiel. Alors, sportivement, oui, puis financièrement, évidemment. Faire la Ligue des Champions, faire l'Europa League, pour le club, c'est très très important. Alors, évidemment, la Champions League, ça rapporte encore 2 fois plus que l'Europa League. Donc, j'abordais ce match, effectivement, avec beaucoup de stress, sachant l'importance qu'il pouvait avoir. Après, ce qu'il faut dire, c'est que même si on prend un but très tôt dans le match, un but d'exception, 0,02 XG sur ce but, ce qu'on voyait sur le terrain quand même était extrêmement rassurant. On a fini par débloquer la situation et se mettre définitivement à l'abri, notamment grâce à un énorme Corentin Tolisso. Mais voilà, je trouve que pour moi c'est le plus beau match de la saison pour l'OL. Alors oui, il y a la victoire à Paris, mais à la victoire à Paris, on met 2 buts et ensuite on ferme la boutique. Là, non, on a été bon quasiment sur l'ensemble du match. Je dirais juste le début de deuxième mi-temps a été un peu moins bon, mais sinon on a été bon tout le temps. On est allé presser haut, on a récupéré des ballons hauts, et ces ballons récupérés hauts nous ont donné tout de suite des opportunités, des occasions. C'est pour ça d'ailleurs que ce que j'espère que la saison prochaine, c'est que on aura un effectif suffisamment large pour pouvoir jouer beaucoup de matchs de cette manière-là. On ne pourra pas le faire sur tous les matchs, il y aura aussi des matchs où il y aura de la fatigue, bien entendu, mais quand même, quel kiff d'aller voir notre équipe, être protagoniste, aller chercher l'équipe en face, surtout une équipe comme Rennes, et récupérer des ballons hauts, avoir tout de suite des occasions. On va commencer, les amis, avec, évidemment, ce qui compte beaucoup, c'est la compo d'équipe, qui, je dirais, était assez conforme à ce qu'on pouvait attendre, puisque c'était la même pour battre Auxerre, à la différence près que Mangala blessé, c'était Corentin Tolisso qui rentrait. Alors, il rentrait a priori devant la défense, mais on s'est rendu compte au fur et à mesure du match que c'était plutôt Calis Mera qui jouait numéro 6 et Corentin Tolisso qui montait beaucoup plus haut. Et pour notre grand bonheur, puisque Tolisso il termine quand même à 2 passes décisives et 1 but. On retrouvait donc Dominique Greif dans les buts, Mata Niakate en défense centrale, Abner, excellent match d'Abner, Maitland Niles un peu moins bon, notamment sur le premier but où vraiment il baille au corneille et il laisse Altamari tout seul, enfin bon bref. Morton Tolisso, a priori devant la défense, même si comme je l'ai dit, Tolisso est monté plus haut sur le terrain et Mera lui est descendu. Hendrik Morera, les frères Pétard, comme je les surnomme, et qui ont d'ailleurs été décisifs hier, puisque chacun a marqué un but. Et Yaremchuk, lui aussi auteur d'un but. 4 buts sur les 3 derniers matchs qu'il a joués. Balle au pied, il n'est pas terrible, ça va pas se mentir. Au pressing, il n'est pas terrible, ça va pas se mentir. Mais franchement, il a été super utile à la finition sur nos 4 victoires consécutives, puisqu'il met 4 buts.
Il n'a pas joué contre le PSG, où on avait décidé de jouer avec nos 2 flèches, qui d'ailleurs ça a très très bien fonctionné. Donc voilà, Yaremchuk, qui fait son trou. Il fait son trou, et je pense que ça fait très très longtemps dans sa carrière qu'il n'a pas marqué d'entre-matchs consécutifs. Donc bon, un 11 qui a fait le café, qui a fait le métier. Et en plus, on avait un banc qui était très intéressant, puisqu'on avait quand même du Tagliafico sur le banc, du Narté, du Schulz, du Kluivert, du Karabekh, du De Carvalho, du Nuama et du Fofana. Bon, Fofana qui malheureusement pour lui n'a pas pu rentrer. Il était prévu pour rentrer, et Paulo Fonseca a expliqué que Abner s'est fait un peu mal sur la fin de match, et donc il a dû mettre un milieu de terrain. Puisque Abner était remonté en milieu de terrain quand Kluivert est rentré. Alors le dossier Tagliafico. Quand Tagliafico a pris son 2e carton rouge, Paulo Fonseca a été interrogé en conférence de presse par Joël Dominguetti, que je salue s'il me regarde, puisque lui au moins pose les bonnes questions. Eh bien, on lui a demandé quand même, Tagliafico, 2 cartons rouges sur 2 matchs consécutifs. Et là, Fonseca, vous le connaissez, quand il n'est pas content, ça se voit tout de suite sur son visage. Et il a dit, je vais parler avec Tagliafico, parce que ce qui se passe, c'est pas normal. Alors Tagliafico a pris 3 matchs de suspension. Il a joué un petit peu la semaine dernière, mais en tout cas, il n'a pas été titulaire depuis, alors que depuis le début de la saison, c'est lui qui est titulaire en latéral gauche. Hier, il n'était pas titulaire, et il n'est pas du tout rentré en jeu. C'est-à-dire que quand Abner est monté d'un cran, c'est pas Tagliafico qui est rentré. C'est Kluivert. Donc on aurait très bien pu imaginer que Paulo Fonseca fasse rentrer Kluivert à la place de Maitland-Niles et Tagliafico à la place d'Abner, Abner montant au milieu de terrain. Non. Il a laissé Tagliafico sur le banc pendant tout le match. Tagliafico, gros salaire, plus de 4 millions annuels, et champion du monde. Moi, mon intuition, mais bon, je n'ai rien pour démontrer ce que je vais dire, donc c'est une intuition. Bon, quoi qu'il arrive, Champions League ou non, il faudra cet été vendre un peu ou beaucoup, ça dépendra de quelle Coupe d'Europe on fait, et il faudra continuer à réduire la masse salariale. Donc comme je l'ai dit, Tagliafico gros salaire, on ne le voit pas du tout indispensable, loin de là, puisque on fait notre série de 4 victoires consécutives sans lui, on va gagner au Paris Saint-Germain sans lui. Abner, je trouve, termine très bien la saison. D'ailleurs, Paulo Fonseca, quand il a en conférence de presse avant le match, il a dit c'est Abner qui va débuter. Il faut être honnête, il faut être juste. Abner, il est bien en cette fin de saison. Sous-entendu, Tagliafico ne mérite pas de jouer, déjà par ses cartons rouges. Et je pense donc que la direction a dû dire à Paulo Fonseca, écoute, t'as Abner et t'as Kluivert qui peuvent jouer latéral gauche. Donc, si sportivement ça ne nous handicape pas, Tagliafico, on va lui envoyer un message. Le message, c'est on n'a plus besoin de toi. Et si tu restes la saison prochaine, tu ne joueras pas. Alors, Tagliafico, il n'a pas une grande valeur marchande, mais bon, vous pouvez le transférer pour, 2 millions, 3 millions grand maximum, mais surtout, économiser son salaire et les charges sociales qui vont avec. Donc, moi, je vois un peu les choses comme ça. Je pense que la direction a dit à Paulo Fonseca, écoute, si sportivement, ça ne nous pénalise pas, eh ben, si tu veux écarter Tagliafico, tu peux le faire. Alors, il est dans le groupe, qui n'est pas totalement écarté. Je dirais d'une certaine manière que ça ressemble un petit peu à ce qui s'est passé avec Matic la saison passée. À partir d'un certain moment, alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Matic, il a perdu sa place dans le 11. Bon, je pense qu'il s'est passé quelque chose. On ne sait pas trop quoi.
Est-ce qu'il s'est fighté avec... fighté, pas physiquement, bien entendu, hein, avec Fonseca? Bon, en tout cas, il est sorti de la rotation, et il en est sorti définitivement, et il a été coupé cet été. Enfin, disons, rupture à l'amiable du contrat. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on prépare avec Tagliafico? Tagliafico, il a un contrat jusqu'en juin 2027. Donc voilà, c'est ma théorie sur Tagliafico. Ce que je constate en tout cas, c'est qu'il n'a pas joué du tout. Et qu'à mon avis, ce n'est pas du tout un hasard. Bien, alors, sur le déroulé du match de Rennes, on va voir l'attaque momentum, les amis. Et on voit quand même que voilà, l'OL a largement dominé ce match. Alors attention, hein, Rennes, c'est une bonne équipe, qui était juste derrière nous, 1 point derrière nous, donc voilà, qui était sur une série vraiment très impressionnante, 8 victoires, 1 nul, 1 défaite sur les 10 derniers matchs. Donc c'était un client, et ce client, eh ben écoutez, je crois qu'il suffit de regarder l'attaque momentum de la première mi-temps pour se rendre compte que leur but, c'est un miracle, et que ça paraissait quand même logique que l'on revienne au score, chose que l'on a fait. Alors d'abord avec un but de Yaremchuk sur une passe décisive de Corentin Tolisso. Tolisso qui 5 minutes plus tard donc réussit un penalty provoqué par Moreira, très bien lancé par Hendrick. Moreira, Le Paul va revenir à la marque à 2-2. Mais très rapidement, 4 minutes plus tard, Moreira nous permet de repasser devant grâce à un gros travail d'Abner, et ça il faut le dire. Abner à nouveau là sur une interception haute, il glisse à Tolisso, et Tolisso glisse à Hendrick qui marque face au gardien du droit, faut le dire aussi. Et donc il nous permet de prendre un avantage de 4-2 que l'on va garder jusqu'à la fin du match. Donc vraiment, ce match il a été magnifique, comme dirait notre ami Paulo Fonseca. Sur les stats, on voit 50-50 en termes de possession. Alors, il faut dire quand même que Rennes a repris la possession sur la première partie de la deuxième mi-temps. Au niveau des XG, bon, il n'y a pas photo, hein, 3,17 face à 0,84. 5 grosses occasions pour l'OL, parce que Hendrick aurait pu avoir une passe décisive sur une petite louche qu'il fait à Pavel Schulz, mais Pavel Schulz, en manque de rythme, n'arrive pas à conclure. 16 tirs à 8, bon, franchement, et vous voyez qu'en plus leur gardien, il a fait 5 arrêts, hein, Brice Samba. Donc bon, il n'y a rien à dire. Bon, vraiment, moi, ce qui me plaît sur ce match, c'est qu'on a retrouvé un grand OL. Je dirais que avoir récupéré des blessés, une moindre fatigue, puisque vous ne jouez plus qu'un match par semaine. Jouer un match par semaine, ça a 2 avantages, évidemment, donc de récupérer. On a vu un Tolisso grandiose hier, notamment, je pense, parce qu'il a récupéré physiquement. Il a eu 6 semaines difficiles, Tolisso. Peut-être aussi mentalement. Être éliminé de la Coupe d'Europe, être éliminé de la Coupe de France, je pense qu'il l'a très mal vécu, parce qu'il voulait, et peut-être veut-il toujours gagner un titre avec l'OL, et il sait que ça ne sera pas possible cette saison. Alors que il y avait des fenêtres d'ouverture qu'on n'a pas su gérer. Bon, tant pis, hein, c'est le passé, il faut regarder devant. Et donc, il reste quand même quelque chose de grand à aller chercher, c'est la Ligue des Champions. Sportivement, parce que jouer la Ligue des Champions, je pense que c'est ce que tout footballeur veut faire, mais aussi, évidemment, financièrement, puisque la Ligue des Champions, ça change la vie. Je l'ai dit, je le répète, si vous faites la Ligue des Champions, si on fait la Ligue des Champions la saison prochaine, vous vendez pour 50 millions et vous faites, allez, entre 10 et 15 millions d'économies de salaire, vous êtes quasiment à l'équilibre. Donc, on prévoyait l'équilibre budgétaire pour 2028-2029, on y sera peut-être dès 2026-2027. Donc 2 ans d'avance sur ce qui est programmé. Donc évidemment, la Ligue des Champions, elle est très très importante. Par contre, il va falloir construire un effectif dans l'esprit de ce qu'on a fait cette saison, c'est-à-dire avec des joueurs pas chers.
On va pouvoir, si on fait la Ligue des Champions, garder quasiment tous nos meilleurs joueurs. Et si certains joueurs partent, c'est parce qu'on aura eu des offres extraordinaires. Par exemple, on vous propose un 40 millions sur Morton, évidemment, vous vendez Morton. 40 millions, ça vous permet quand même d'acheter 2 ou 3 joueurs dans les tarifs de Pavel Schulz, de Morton lui-même d'ailleurs. Donc la Ligue des Champions, ça change la vie, incontestablement. Donc voilà, maintenant on a notre sort entre les mains. On va se déplacer la semaine prochaine à Toulouse, dans le cadre d'un multiplex. C'est toujours très excitant les multiplex, il se passe plein de choses. D'ailleurs, les résultats des autres équipes pourraient faire qu'on n'a même pas besoin d'une victoire à Toulouse. Et ensuite, on recevra Lens. Alors, puisqu'on parle de dernier match de la saison, les amis, j'aurais quand même focalisé sur un point très important. Puisque dans l'équipe aujourd'hui, le journal L'équipe, on donne une nouvelle qui pourrait très clairement satisfaire les supporters, mais qui à mon avis est fausse. Alors cette nouvelle, elle concerne Hendrik. Puisque vous le voyez, hein, c'est quand même écrit noir sur blanc, j'aimerais bien rester ici. Il a été interrogé par Ligue 1+. Donc là, on pose la question à Hendrik, si on se qualifie pour la Ligue des Champions, est-ce que tu vas rester ? Je ne sais pas, je suis très content ici, je me sens très bien. Est-ce que je vais rester ? Je suis prêté, je suis content avec mes coéquipiers, tout se passe bien ici. Après, on ne sait pas ce qui peut se passer, on verra. J'aimerais bien rester ici. Ils font tout pour me mettre dans les meilleures conditions. Si c'est pour rester ici, c'est pour rester au Real Madrid. Si c'est pour aller ailleurs, je vais faire ce que Dieu me dit. Donc, on laisse clairement entendre ici que Hendrik, il aimerait bien rester. Alors peut-être qu'il aimerait bien rester, je ne sais pas, je ne peux pas sonder les cœurs et les âmes, mais il était sur la chaîne du club en interview. Il était donc avec Isabelle Diaz, qui est la traductrice et un peu la nounou des joueurs qui parlent portugais dans le club. Et en fait, il n'a pas du tout eu le même discours. Je vous invite à aller voir la vidéo, elle est gratuite sur YouTube. Donc vous allez voir les réactions des joueurs après le match. Et donc Hendrik, très ému, vraiment très ému. Je pense effectivement qu'il se plaît à Lyon, qu'il se plaît à l'OL. Mais il dit, parce qu'on lui fait remarquer qu'il a marqué plus de buts à l'extérieur qu'à domicile. Donc là aujourd'hui, il devait être très content de marquer à domicile devant les supporters. Et donc il nous dit... Il commence en français, puis après, bon, il est tellement ému qu'il ne trouve pas ses mots. Donc il espère marquer à domicile contre Lens lors du dernier match, car ce match sera très important parce que je sais que ce sera peut-être mon dernier match à Lyon, donc ce sera très émouvant. Donc peut-être dans l'absolu, il souhaite rester à Lyon. Donc quand on voit cette interview, je vous invite à aller la voir parce qu'il y a les mots et il y a la manière de les dire, vous verrez très bien qu'Hendrik, il sait très bien qu'il ne restera pas à Lyon. Il n'y a aucune chance qu'il reste à Lyon. Le Real, ils n'ont pas mis 50 millions pour faire venir un joueur et que ce joueur il soit prêté en permanence. Non, non. Et un transfert n'est pas possible. La valeur d'Hendrik, c'est, 60, 70, 80, 90 millions. Bon, c'est pas du tout dans les tarifs de l'OL. Et je parle même pas du salaire. Après, bon, le salaire pour un joueur de ce niveau-là, s'il faut mettre 4-5 millions annuels pour un joueur de ce niveau-là, effectivement, là, on peut les mettre. Je dirais, on doit les mettre. Mais bon, en transfert, c'est pas possible. Donc je pense qu'il ne faut pas donner de faux espoirs. Bien, on va passer aux stats, les amis, et vous allez voir évidemment qu'il y a des stats absolument folles, notamment pour Coco Tolisso, qui explose tous les compteurs. Donc vraiment, Corentin Tolisso, qui, vous allez voir, en 2026... a des stats absolument incroyables. On va commencer donc avec les stats de notre ami DataOL. Hendrik a délivré 26 passes clés en 1061 minutes disputées cette saison en Ligue 1, soit 2,21 par minute. Sur ces 26, 6 ont été décisives. L'OL a 4 joueurs à au moins 11 buts et passes D cette saison, le PSG en a 3. Pourquoi parler du PSG là-dessus ? Paulo Fonseca face au top 7 actuel de Ligue 1, 13 matchs, 8 victoires, 1 nul, 4 défaites. Afonso Moreira a disputé 15 duels contre Rennes, record du match. Il en a remporté 9.
Faut se souvenir que quand il est arrivé, Afonso Moreira, justement, c'est plutôt lui qui se faisait bouger que l'inverse. Il a travaillé physiquement, musculairement, un petit peu aussi comme Calis Mera, même s'il y a encore du boulot pour Calis Mera. Mais bon, ces deux joueurs sont devenus efficaces dans les duels, ce qui n'était pas forcément le cas, donc bravo, le travail paye. Corentin Tolisso face à Rennes, donc il a joué tout le match, 78% de passes réussies, 22 passes réussies dans le camp adverse, 3 passes clés, donc qui amènent à un tir, 2 passes décisives, 1 but, 6 ballons récupérés, 5 duels sur 9 remportés, 3 dégagements défensifs et 2 fautes. Calis Mera a récupéré 5 ballons ce soir, seul Tolisso et Hendrick font mieux, 6 ballons récupérés pour Bar Hendrick quand même. Calis Mera n'a perdu qu'un seul de ses 20 matchs TTC avec l'OL. Bon, alors j'ai dit ce que je pensais de cette stat, je ne reviens pas dessus. Afonso Moreira à l'OL, donc 23 matchs quand on met son temps de jeu en équivalent match, 18 fois décisif, 8 buts, 10 passes décisives. Hendrick à l'OL, donc lui c'est 16 matchs si on rapporte le temps de jeu donc en match, 8 buts, 7 passes D, donc 15 fois décisives. Donc les frères Pétard, 18 et 15 buts, enfin 18 fois décisif pour Moreira, 15 fois pour Hendrick. Je pense que le terme est assez bien trouvé. L'OL a cadré 9 tirs ce soir, une première en Ligue 1 depuis le 25 janvier dernier, 10 face à Metz. Coco Tolisso, en 2026, il a joué 12 matchs, il a été 11 fois décisif. Le gars est milieu de terrain. Bon, il l'a été 3 fois hier. Non, vraiment, c'est impressionnant en termes statistiques. On continue avec les stats. LOL a battu toutes, je dis bien toutes les équipes de la première partie de tableau, donc des 9 premiers. Donc vous les avez à l'écran. Bon, évidemment, il n'y a pas l'OL, puisqu'on ne va pas se battre nous-mêmes. Donc franchement, bah voilà, vous êtes 3e du championnat, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Mais évidemment, ce n'est pas fini, il va falloir continuer. On va enchaîner les amis avec les déclarations, évidemment, des déclarations de gens heureux. Comme nous d'ailleurs, je pense qu'on est vraiment heureux en cette période. On a vécu un peu l'enfer sur notre série de 9 matchs sans victoire. Et là, on a retrouvé vraiment la banane. Et on espère que ça va terminer en apothéose pour garder cette 3e place, qui est qualificative directement pour la Ligue des Champions, contrairement à la 4e, où vous avez 2 matchs de barrage. Alors, Paulo Fonseca, je suis très fatigué, j'ai vécu avec stress toute la rencontre, mais naturellement, je suis très content car nous avons réussi un match incroyable, c'est peut-être notre meilleur match de la saison. Celui contre Paris était celui avec notre meilleure animation défensive. Ce soir, on a dominé, on s'est créé beaucoup d'opportunités. J'aime gagner, mais plus de cette manière. Hendrick, qui est dithyrambique sur Corentin Tolisso. Je pense que c'est notre meilleur joueur, c'est notre capitaine, notre leader. Il s'occupe de son équipe. On sait que c'est une idole ici, c'est un joueur spectaculaire qui donne tout sur le terrain. Je suis très heureux de partager le terrain avec lui. Il n'y a pas assez de mots pour définir Coco Tolisso. Clinton Mata, lui aussi, très positif sur Corentin. Je ne sais même plus quoi dire sur Coco. C'est un capitaine exemplaire, déterminé. Il le montre encore match après match. On ne sait plus quoi dire par rapport à ses prestations. Ah mais Tolisso, hier, il est exceptionnel. Enfin, hier, pas qu'hier. Il a été tellement décisif sur cette série de 4 victoires, même si on gagne à Paris sans lui, que voilà, il a porté l'équipe sur ses épaules. Je pense qu'il est très frustré de ne pas avoir gagné de titre. Je pense qu'il est très frustré, évidemment, de ne pas être en équipe de France. Mais il se dit, voilà, on a encore quelque chose de grand à faire, c'est-à-dire aller remettre l'OL en Ligue des Champions. Ligue des Champions qu'on n'a pas connue depuis le confinement, depuis 2020. Donc, retrouver la petite musique de la Ligue des Champions, ça va nous faire quelque chose. On va terminer, les amis, avec le classement. Et oui, le classement, c'est quand même le nerf de la guerre. Le PSG premier avec 6 points d'avance sur Lens. Les deux équipes ont un match en retard. Et ce match en retard, ce sera l'une contre l'autre. Donc, si on veut être très pointilleux,
Dans l'absolu, Lens peut encore gagner le titre, parce que s'ils battent le Paris Saint-Germain en match de retard, bah, ils reviennent à 3 points. Bon, certes, une différence de but très inférieure, il y a 15 buts d'écart, donc la différence de but, ils ne pourront pas la remonter. Et leurs 2 autres matchs, ce sera Nantes et l'OL. Bon. Alors, le PSG, lui, alors je ne sais plus les matchs du PSG, mais bon, il suffira au PSG de prendre 3 points, excusez-moi, 3 points sur Lens pour être champion, 3 points en 2 matchs. Voilà, je pense que le PSG peut le faire. Donc Lens deuxième, remarquable saison lensoise et qui peut donc finir deuxième et gagner la Coupe de France, peut-être être champion de France, bon j'y crois pas trop, mais bon, on sait jamais. L'OL troisième, donc qui profite pleinement de Lille, qui n'a pas su gagner son match face au Havre, 1 but partout. Bon, un petit miracle, hein. J'ai vu le match, mais bon, nous on s'en fiche. On reprend 2 buts d'avance sur la différence de but, donc ça c'est très très important. Ils joueront Monaco, Lille. Eh oui, sur les 2 derniers matchs. Donc bon, les 2 équipes ne pourront pas prendre 3 points, c'est pour ça qu'on est vraiment en position idéale. Mathématiquement, c'est pas fait, puisque Rennes n'a 4 points de retard sur nous. Donc si nous, on perd nos 2 derniers matchs et que Rennes gagne ses 2 derniers matchs, il nous passe devant. Monaco, donc, qui a quand même maintenant un débours assez important. C'est pour ça que je dis, on est quasiment certain de finir dans le top 5, donc en Europa League, tout simplement parce que même si Monaco revenait à 60 points, on a quand même 10 buts d'avance sur la différence de but. Donc bon, alors vous me direz, si on perd, on n'aura plus 10 buts d'avance, mais je ne vois pas prendre 2 fois 4-0 dans les prochains matchs et que Monaco, notamment face à Lille, prenne énormément de matchs. Alors le week-end avait bien commencé puisque Marseille s'est fait humilier à Nantes. Donc ça déjà, ça faisait très très plaisir. Et nous, on a su transformer l'essai. Bon, écoutez, franchement, cette fin de saison, elle est hyper kiffante, je pense, pour tous les supporters de l'OL. Et on espère que ça ne va pas s'arrêter là, et notamment dans notre prochain déplacement à Toulouse. Toulouse qui certes est en claquette puisqu'ils n'ont plus rien à jouer. Mais bon, parfois, les équipes comme ça qui n'ont plus rien à jouer, c'est là qu'elles font leur meilleur match parce qu'elles ont 0 pression. Voilà les amis, j'espère que vous appréciez la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.